Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bien dans son cœur. Je ne vais pas vous représenter une nouvelle fois le concept de l'émission, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir le premier épisode, même si ça n'est évidemment pas nécessaire pour pouvoir suivre ce qui va être dit aujourd'hui. Comme d'habitude, cet épisode sera divisé en 4 parties et voici le programme du jour. Dans la première partie qui a trait, comme je vous le rappelle, à tout ce qui touche au corps, nous parlerons aujourd'hui de danse. Alors ceux qui s'apprêtent à quitter la vidéo parce que la danse c'est pas pour eux ou parce que ils aiment pas ça, s'il vous plaît, restez. D'abord, c'est particulièrement à vous que je m'adresse avec cette première partie et dites-vous que je suis exactement comme vous. Je suis à peu près tout sauf un danseur professionnel, croyez-moi. Mais en vrai, je vous ai surtout un petit peu menti. En vrai, je vais parler un petit peu de danse à la fin, mais le vrai message de cette première partie, c'est le lien qui existe entre corps et esprit et pourquoi il faut s'occuper autant de l'un que de l'autre. Et ça pourra vous intéresser que vous soyez raide comme un balai ou danseur professionnel. Dans la deuxième partie qui se concentre sur votre tête, nous parlerons aujourd'hui de productivité, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce que la productivité et ensuite quels conseils pratiques on peut mettre en place pour augmenter sa productivité. En troisième partie, comme d'habitude, un challenge. Et comme d'habitude, je ne peux que vous conseiller de rester jusqu'à la quatrième partie puisque je vous parlerai de l'eau et de ses mystères. Mais t'as déjà parlé de l'eau dans le dernier épisode. Oui, je sais, j'ai déjà parlé de l'eau, mais cette fois, croyez-moi, j'en parlerai pas du tout de la même manière. Vous ne verrez plus jamais votre bouteille d'eau comme avant. Mais trêve de blabla, commençons tout de suite avec le premier sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la danse. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera pas majoritairement la danse, ce sera surtout centré sur la relation entre corps et esprit. Commençons comme d'habitude par un constat très simple. Vous avez un esprit, et vous avez un corps. Je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Non mais c'est pas si trivial ce que je suis en train de dire là. Nous vivons dans une société qui a tendance à beaucoup plus valoriser tout ce qui touche à l'esprit, donc pensée, créativité, que tout ce qui touche au corps. Comme si tout ce qui touchait à la créativité, à la pensée ou à la spiritualité était l'apanage de ceux qui étaient en haut du panier, tandis que le culte du corps était réservé à tous les autres, ceux de la classe en dessous si vous voulez. Comme si le corps était une sorte de fardeau qui nous empêchait d'atteindre le bien-être de l'esprit et les hautes sphères spirituelles. Finalement, le seul moment où la grande majorité des gens s'intéressent à leur corps, c'est soit quand il s'agit de le torturer ou de le faire transpirer pour rentrer dans des critères esthétiques, soit quand ils tombent malades, ce bon à rien. Sérieusement, je parle en connaissance de cause de ces étudiants qui vont bosser jusqu'à 3h du matin et enchaîner les cafés, ce qui est absolument pas sain pour le corps. Mais comme c'est dans un but d'apprentissage, comme c'est dans un but qui a trait à la pensée, c'est tout à fait accepté par la société et c'est même parfois encouragé. D'ailleurs, il y a une blague sur le sujet que j'aime beaucoup qui dit que le corps d'un scientifique n'a pour unique but que de transporter son cerveau d'une conférence jusqu'à une autre. Or, plus le temps avance et plus on se rend compte que le corps n'est absolument pas le fardeau qu'on pourrait croire. C'est même tout l'inverse. Tout d'abord, plus la science progresse et plus elle se rend compte que le corps est en réalité beaucoup plus intelligent que nous. Nous, ça fait quoi? Quelques millénaires qu'on fait de la science. Le corps, lui, il a des millions d'années d'évolution et de mutation qui ont mené à ce qu'il est aujourd'hui. Il y a par exemple certains mécanismes, comme notamment le repliement des protéines, qui nous demandent des supercalculateurs, avec une puissance énorme. Et même avec toute cette puissance, on n'est pas capable de reproduire ces calculs avec la même finesse que le corps humain. Mais c'est même pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pas le phénomène que je voulais souligner. Ça, même si c'est hyper cool, ça touche que les scientifiques. Ça fait un petit moment que les êtres humains ont découvert et étudié ce qu'on appelle des effets psychosomatiques, qui vont de l'esprit, psyché en grec ancien, au corps, soma en grec. Un des exemples les plus connus d'effets psychosomatiques, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, qui est très médiatisé, dans lequel on va donner à des patients malades un faux médicament et comparer du coup les résultats avec des patients à qui on a donné un vrai médicament. Or, l'effet placebo n'est pas du tout aussi négligeable qu'on pourrait le penser. Il y a même une partie non négligeable des médicaments qui ne peuvent pas être mis sur le marché parce que les placebos ont de meilleurs résultats que les médicaments. Moi, je trouve ça complètement fou et c'est même beaucoup plus fréquent qu'on ne pourrait le croire. Les effets psychosomatiques, on connaît bien, on étudie ça très fort. Mais là où je vais vous surprendre, enfin j'espère, c'est qu'il existe en réalité l'effet inverse de l'effet psychosomatique. Il existe également des effets du corps sur l'esprit, qu'on appelle du coup de manière très logique, des effets somato-psychiques, du corps vers l'esprit. Par exemple, imaginez que vous donniez une conférence devant un public. Tout d'un coup, un de vos auditeurs n'est pas d'accord avec vous, il n'aime pas ce que vous venez de dire. Ce qui va se passer, c'est que naturellement, la personne, du coup, va avoir tendance à croiser les bras en réaction ou à croiser les jambes. En tout cas, à adopter une posture fermée. Une posture corporelle fermée. Ça, c'est un effet, pour le coup, psychosomatique. L'esprit est fermé à votre idée et donc le corps va se fermer. Ça, on connaît bien. Maintenant, vous demandez à plusieurs groupes de personnes de regarder la même conférence, mais en adoptant des attitudes corporelles différentes.
Par exemple, les membres du premier groupe, vous leur demandez d'adopter une posture fermée, que ce soit au niveau des jambes ou des bras, alors que ceux du deuxième groupe, vous leur demandez de garder une posture ouverte. Et il se trouve que les gens du deuxième groupe, ceux qui avaient une posture ouverte, ont donné globalement de bien meilleures notes aux conférenciers que ceux qui étaient dans la posture fermée, dans le premier groupe. Et oui, il s'agit donc là d'un effet somatopsychique, puisque les gens du deuxième groupe n'avaient pas plus de raisons que ceux du premier groupe de donner de mauvaises notes. C'est juste la position du corps qui a fermé leur esprit. C'est pour ça qu'une astuce souvent donnée aux conférenciers débutants, et même utilisée par les professionnels, c'est de toujours avoir quelque chose à donner à l'auditoire, que ce soit un petit stylo, un flyer ou en tout cas un objet. Comme ça, le fait d'avoir un objet à tenir va empêcher le croisement des bras, et donc ouvrir naturellement l'esprit de l'auditoire. Je sens que vous allez faire ça à votre prochaine oral du coup. Toujours est-il que cela montre que, qu'on le souhaite ou non, qu'on l'accepte ou non, il y a bien des effets somatopsychiques. Or, je sais pas si du coup, avec ça en tête, vous comprenez le paradoxe de notre société aujourd'hui. Pour faire de la place à notre esprit, nous allons chercher à mettre le corps de côté. On va donc se déconnecter de plus en plus de son corps. Du coup, toutes nos angoisses et notre stress vont venir s'incruster dans notre corps. Ça, ce sont des effets psychosomatiques, ça va créer des tensions. Et comme par négligence nous laissons ces tensions s'accumuler, notre corps va ensuite, dans un juste retour des choses, venir paralyser notre esprit. Alors qu'évidemment, à la base, notre but était tout l'inverse. Le corps n'est donc pas un ennemi, mais un égal de l'esprit. L'esprit et le corps ne sont que le miroir l'un de l'autre. Les tensions de l'un vont devenir les tensions de l'autre et inversement. Et donc, pour que votre intellect puisse fonctionner au maximum de son potentiel, il faut donc d'abord débarrasser le corps de toutes ces tensions. Bon, du coup, on a compris maintenant qu'il fallait pas négliger son corps, ça c'est bon. Mais d'un point de vue pratique, comment est-ce qu'on fait maintenant pour retrouver ce lien perdu entre le corps et l'esprit? Et c'est là qu'on en arrive enfin à la danse. Personnellement, j'ai commencé à comprendre l'importance du corps il y a quelques mois, et j'ai donc essayé à peu près, je pense, toutes les techniques possibles pour essayer de retrouver un contact avec mon corps. Ce qui n'était pas gagné. J'ai essayé la méditation pendant très longtemps, mais j'ai fini par me lasser en fait, parce que j'avais besoin de mouvement. J'ai essayé le yoga aussi, j'ai fait 1 ou 2 séances, mais ça a jamais pris. Je sais pas, le yoga c'est du sport, ça fait transpirer, ça fait mal aux muscles, et moi j'arrive pas à me détendre et à faire de l'introspection dans ces conditions-là. Et il se trouve qu'il y a environ 6 mois, quand j'étais en couple avec une danseuse. Enfin, elle était entre autres danseuse. Et le jour où je lui ai dit que je ne savais pas danser, elle s'est mise en tête d'essayer de m'apprendre. Du coup, des fois comme ça, elle me prenait, elle me posait au milieu du salon, elle mettait une musique, elle s'asseyait dans le fauteuil, et elle me regardait en me disant « Maintenant, on bouge pas tant que tu danses pas ». Alors, autant vous dire que ça a moyennement marché, même si l'intention était louable, ça engendrait juste de très longues minutes, avec moi qui restais planté sur le tapis à pas savoir quoi faire, et elle qui me regardait avec un air de désespoir. Mais un petit peu plus tard, lorsque j'ai eu un petit peu ces déceptions avec la méditation et le yoga, j'ai repensé à tout ça, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais eu un tel blocage, et j'ai relaissé sa chance à la danse. J'ai donc fait de la place dans mon appartement, fait en sorte que personne puisse me voir, et j'ai commencé à essayer de danser, ou en tout cas de sentir mon corps. Et aujourd'hui, je fais entre 10 et 15 minutes de danse tous les matins au réveil. Parce que plus je pratique et plus je me rends compte que la danse est un des moyens à la fois les plus efficaces et surtout les plus abordables, les plus accessibles pour retrouver ce lien qu'on a tendance à perdre entre le corps et l'esprit. Abordable parce que virtuellement, tout le monde peut danser. Alors je parle pas de faire des choses esthétiques, je ne me prétends pas absolument pas danseur, juste dans le sens de sentir ses mouvements et de se laisser porter par la musique. Et d'un autre côté, même à petite dose, elle est très efficace. Elle possède également de nombreux autres bienfaits, notamment sur la perte de poids, sur l'énergie globale du corps ou sur la diminution des risques cardiovasculaires. De plus, une étude du International Journal of Neuroscience montre qu'il s'agit également d'un très bon moyen de soigner le stress et la dépression, puisque la danse a la faculté de contrôler les niveaux de sérotonine et de dopamine dans le corps. De plus, une étude menée par le Albert Einstein College of Medicine tente à montrer que la danse est une des seules activités sportives, apparemment, qui est capable d'augmenter l'acuité mentale et la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions au niveau des neurones. Et oui, la danse vous rend même plus intelligent, ou en tout cas plus apte à apprendre de nouvelles choses. Je me doute que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais quand même vous donner rapidement juste un petit exercice. Parce que je pourrais vous parler pendant des heures des bienfaits de la danse, et l'important, c'est pas ça ici, c'est surtout que vous puissiez le tester et voir si ça vous convient. Du coup, c'est extrêmement simple, vous vous mettez chez vous, dans un endroit où vous êtes sûr qu'on ne vous dérangera pas pendant au moins 15-20 minutes, et vous mettez une musique que vous aimez. Quel que soit son genre, quel que soit son style, ou quel que soit son rythme, l'important c'est que vous soyez à l'aise et que vous ayez la place de bouger autour de vous. Vous vous mettez au milieu de la pièce, vous fermez les yeux et vous commencez à écouter la musique. Et là, tout en continuant d'écouter la musique, vous allez essayer de sentir les différentes parties de votre corps en mouvement. Pas juste savoir que vous avez un corps, pas le savoir intellectuellement, mais essayez juste de ressentir ces différentes parties qu'on a tendance souvent à négliger.
Et vous allez voir que naturellement, vous allez commencer à faire des mouvements pour tâter. Vous allez vous concentrer sur vos avant-bras, puis sur vos chevilles, sur votre cou, votre nuque. Et vous allez sentir des choses. Ça peut paraître débile comme exercice, mais sincèrement, faites-le. Surtout si c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, ou que vous avez toujours pensé que vous n'étiez pas fait pour danser. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite surprise. Très bien, cette première partie était déjà beaucoup trop longue, je sais, donc on va passer à la deuxième et je vais m'arranger pour qu'elle soit un petit peu plus courte, rassurez-vous. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de productivité. Et du coup, la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que la productivité? Quelle définition on va pouvoir donner à ce mot? Une première définition qu'on pourrait proposer la productivité, c'est « je suis productif si et seulement si je fais plein de choses ». Par exemple, imaginons que j'ai 15 choses à faire dans ma liste de la journée et que j'en fais 14 sur les 15. Dans cette définition, j'ai été productif. Ça semble logique. Il s'agit d'une définition de la productivité qu'on retrouve encore malheureusement beaucoup dans le monde de l'entreprise. Or, il est très facile de se rendre compte des limites de cette première définition de la productivité. Imaginons j'avais 15 choses à faire aujourd'hui, j'en ai faites 14. Mais qui me dit que la chose que je n'ai pas faite n'était pas celle qui devait être faite absolument aujourd'hui et qui ne pourra plus être faite demain, alors que les 14 autres étaient accessoires? Dans ce cas-là, est-ce que j'ai vraiment été productif? Pas vraiment, du coup il va falloir sûrement modifier un petit peu notre définition de la productivité. On pourrait donc formuler maintenant une deuxième définition de la productivité. Être productif, c'est faire ce qui doit être fait. Et parmi les choses qui doivent être faites, il faut en distinguer deux catégories, les urgentes et les importantes. Une tâche urgente, c'est une tâche qui doit être faite rapidement à cause de conditions extérieures. Ça peut être un avis d'imposition, un coup de téléphone ou un devoir à rendre pour les étudiants. Alors qu'une chose importante, c'est une tâche qui doit être faite pour des raisons intérieures, des raisons internes à vous. C'est crucial parce que vous avez décidé que c'était crucial. Il y a d'ailleurs une petite histoire assez intéressante sur le sujet, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Imaginez, je prends un bocal en verre et je mets à l'intérieur de grosses pierres. Est-ce que mon bocal est plein? Bien sûr que non, mon bocal n'est pas plein, il y a encore plein de place. Je rajoute maintenant des petits cailloux ou du gravier qui vont venir remplir les interstices. Est-ce que mon bocal est maintenant rempli? Bien sûr que non, il n'est toujours pas rempli. Je verse maintenant du sable dans mon bocal qui va venir combler les interstices. Est-ce que mon bocal est rempli? Bien sûr que non, il n'est toujours pas rempli. Je verse maintenant de l'eau dans mon bocal pour le remplir à ras-bord. Est-ce que mon bocal est plein? Oui, il est enfin plein. Quelle est la morale de cette histoire? La morale, c'est que si j'avais commencé par mettre le sable et le gravier, je n'aurais plus eu assez de place dans mon bocal pour y mettre les grosses pierres. Cette deuxième définition de la productivité est assez sympathique et efficace. Seulement, j'ai l'impression ces derniers temps d'avoir en fait atteint les limites de cette deuxième définition également. Je veux dire, il y a certains soirs où au moment de me coucher, j'ai fait tout ce que je devais faire, autant l'urgent que l'important. Et pourtant, j'ai pas cette sensation de complétude, vous savez, j'ai pas cette sensation qu'en fin de journée, que j'ai fait quelque chose d'important aujourd'hui, que c'était une bonne journée bien remplie, bien productive. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, personne va mourir de ça. Et je suis d'accord avec vous. Et en même temps, on n'est pas sur Terre, nous les êtres humains, pour juste cocher des cases sur une to-do list. Notre but en tant qu'être humain, c'est d'être heureux, de se sentir bien et d'être épanoui. Enfin, il me semble. Du coup, ça m'a fait réfléchir et j'ai essayé de proposer une troisième définition de la productivité. Je définis donc la productivité comme ça. J'ai été productif aujourd'hui, si et seulement si j'ai la sensation d'avoir été productif aujourd'hui. Alors, dit comme ça paraît débile comme définition, mais il faut voir qu'elle englobe les deux premières. Parce que par expérience, c'est impossible de ressentir cette complétude, cet épanouissement, s'il y a des choses qu'on devait faire, qu'on savait qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas pu ou parce qu'on les a évitées. Mais c'est une définition qui ne va pas se contenter de se concentrer sur la to-do list, mais sur la sensation qu'on va ressentir. C'est pour moi, je trouve, une définition beaucoup plus humaine de la productivité. Bon, assez blablaté pour le moment, je vous avais promis une deuxième partie plus courte que la première. On va donc passer directement à la partie pratique. Comment allons-nous donc augmenter notre productivité ? Alors j'ai fait personnellement une synthèse de plein d'autres méthodes que j'ai pu croiser un peu partout. Je vais vous le présenter comme une méthode, avec des points qui se suivent les uns les autres, mais vous pouvez très bien juste piocher ce qui vous intéresse là-dedans et l'intégrer à votre propre méthode d'organisation de vos journées, si vous voulez. Donc imaginons vous devez organiser votre journée, vous avez la tête complètement prise, vous ne savez pas du tout comment vous allez vous en sortir. Première étape de ma petite méthode, c'est de noter absolument tout ce qui vous passe par la tête. Toutes les choses que vous devez faire aujourd'hui, qu'elles soient importantes ou non, vous les notez dans un calepin. Deuxième étape très importante, vous allez surligner ou souligner au choix les choses qui doivent être absolument faites aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'urgentissime, c'est-à-dire les choses, sincèrement, ou si vous les faites demain, c'est foutu, vous n'avez plus d'opportunité, impossible de le reporter à demain. Vous allez voir tout de suite que sur votre liste monstrueuse de choses à faire, il en restera souvent que une ou deux, maximum.
Troisième étape, parmi toutes les tâches qui restent, vous allez en choisir 2, maximum 3. Les tâches que vous estimez être vraiment les plus importantes. Enfin, et ça c'est ma petite touche personnelle, vous allez choisir une activité totalement facultative, peut-être même inutile, mais qui vous apporte du plaisir ou du bonheur, ou les deux. Ça peut être regarder un film ou lire un livre, téléphoner une personne qui vous est chère, je sais pas, prendre un bain, mais quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, qui est très facultatif, mais qui vous apporte du plaisir, qui va enrichir votre journée. 2 conseils bonus. Le premier conseil, c'est vraiment prenez votre temps. C'est ménagez-vous du temps. Je veux dire, si par exemple vous mettez un quart d'heure pour aller au travail, comptez 20 minutes, voire une demi-heure pour vraiment ne pas être au speed ou pouvoir pallier à toute éventualité. Non seulement vous serez beaucoup plus serein et ça laissera la possibilité à votre journée de respirer, mais en plus ça laissera des plages pendant lesquelles le hasard va avoir la possibilité de faire partir votre journée dans des directions que vous n'imaginiez pas à la base. Faire des choses, c'est important, mais les moments de flottement ne sont pas toujours négatifs. Ce sont aussi ces moments qui vont permettre de rendre votre journée unique. Et pour terminer, un petit conseil qui peut sembler naïf ou même démago, mais c'est peut-être le conseil le plus important que je vais vous donner aujourd'hui. Le meilleur moyen d'être productif, c'est de faire des choses que vous aimez. Croyez-moi, vous ferez infiniment plus de choses si vous les faites par amour et par passion, plutôt que par peur qu'on vous tape sur les doigts. Alors sincèrement, battez-vous jusqu'à la fin de votre vie pour avoir le droit de faire des choses que vous aimez dans votre journée, et pas uniquement les choses que vous devez faire. Parce qu'après tout, vous n'êtes pas un ordinateur, vous êtes un être humain, alors revendiquez-le. Partie 3, je vous propose donc maintenant, comme dans la dernière émission, un challenge. Le challenge de cette semaine est très simple à expliquer, mais il peut être aussi compliqué à mettre en place que vous le souhaitez. Le challenge est le suivant, faites quelque chose qui apporte de la joie et du bonheur à un inconnu. Ça peut être mettre un petit mot ou un petit cadeau dans la boîte aux lettres d'un de vos voisins que vous n'avez jamais rencontré, sans même forcément signer ou dire que c'est vous, juste quelque chose qui, vous savez que quand il va le recevoir ou le lire, il va sourire tout simplement, être heureux. Même s'il se pose des questions. Je vous propose ce défi parce que ma théorie, c'est que quand une personne fait un cadeau à une autre, surtout à un inconnu, c'est les 2 personnes qui en profitent. Et si vous essayez le défi, vous vous rendrez sûrement compte que vous allez presque être plus heureux que la personne à qui vous allez faire un cadeau. Et ça, je trouve ça génial comme effet. On vit dans une période où j'ai l'impression que les gens ont peur les uns des autres et du coup se referment sur eux-mêmes. Du coup, faire un cadeau à un inconnu, pour moi, dans ce climat, c'est un geste fort. N'hésitez pas à raconter un petit peu comment ça s'est passé en commentaire. Et bientôt, vous pourrez même, si vous voulez, poster sur la page Facebook que je vais bientôt créer pour l'émission, des photos ou même des vidéos, à vous de voir. Et du coup, j'aimerais bien aussi dans les prochaines émissions, au moment du challenge, pouvoir partager avec vous les commentaires, les photos ou les vidéos que j'ai reçues du défi précédent et qui m'ont le plus touché. Donc n'hésitez pas à partager. J'en ai terminé avec la 3e partie, on va donc maintenant pouvoir passer à la 4e dans laquelle je vais vous parler de l'eau. Comme la dernière fois, mais pas du tout de la même manière, vous allez voir. En fait, à la base, je ne devais pas du tout vous parler de l'eau dans cette émission, j'avais prévu de parler de totalement autre chose, et je suis tombé sur un documentaire qui m'a scotché, littéralement, qui s'appelait Water, le pouvoir de l'eau. En fait, c'est super amusant parce que, à côté du premier épisode, quand je l'ai posté, il y avait des suggestions, et dans ces suggestions, il y avait un lien vers la bande-annonce de ce documentaire. Et du coup, par pure curiosité, j'ai cliqué, Je vous jure, à force de tourner tout seul dans ma chambre, j'ai parfois l'impression que mon tableau devient une espèce de présence à part entière avec sa propre personnalité. Je deviens parano. Ce documentaire regorgeait d'expériences toutes plus étonnantes les unes que les autres, ayant pour thème l'eau. Mais j'ai envie de vous en parler d'une en particulier. De toute façon, je pourrais pas tout décrire, donc je vous invite vraiment à aller voir le documentaire, mais il y en a une qui m'a intéressé particulièrement. C'est une expérience qui a été faite indépendamment par 2 chercheurs dans 2 endroits différents du globe. Elle a été faite d'un côté par Konstantin Karakov à l'université de Saint-Pétersbourg et de l'autre par Masaru Emoto qui est un docteur en médecine alternative et chercheur. L'expérience en elle-même est très simple à décrire. On prend un récipient comme ça et on le remplit d'eau. Et on assied des gens autour et on leur demande d'envoyer soit des émotions positives comme l'amour, le pardon, la gratitude vers cette eau, soit d'envoyer des émotions négatives comme la haine, le désintérêt, le dégoût, plein de choses comme ça. Ensuite, pour pouvoir l'étudier, les chercheurs vont récupérer cette eau et la faire geler quasiment instantanément pour que sa structure soit conservée dans la glace. Et finalement, ils vont donc pouvoir l'observer au microscope pour regarder les structures qu'elle contient. Or, les chercheurs ont fait une découverte qui, moi, me donne littéralement encore des frissons. Ils ont tout d'abord observé que chimiquement, les 2 eaux exposées aux 2 groupes différents avaient la même structure chimique.
Les molécules d'H2O étaient les mêmes et il n'y avait rien d'autre qui s'était rajouté à l'eau. Donc chimiquement, c'est la même chose. Mais les molécules d'eau ont une capacité particulière à s'allier les unes aux autres pour créer des structures plus ou moins complexes. Elles sont capables de former ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes et se comportent en fait comme de petits aimants. Or, ils se sont rendus compte qu'au niveau non pas des molécules, mais des structures formées par les molécules d'H2O entre elles, il existait de grandes différences entre l'eau qui avait été exposée aux émotions négatives et celle qui avait été exposée aux émotions positives. L'eau qui avait été exposée aux émotions négatives, elle, était très déstructurée. Elle présentait très peu de ces structures que l'eau est capable de former. Et lorsqu'on la congelait instantanément et qu'on l'observait au microscope, elle formait des cristaux déformés, déstructurés ou alors pas de cristaux du tout. Et au contraire, lorsqu'on exposait l'eau à des émotions humaines positives, les molécules se structuraient fortement entre elles et lorsqu'on congelait l'eau, on observait des cristaux très réguliers. Je sais pas si vous réalisez ce que ça implique, mais ces expériences démontrent un impact physique d'émotions humaines. En tout cas, moi je vous jure, j'ai vraiment eu des frissons en regardant ce documentaire. Cette eau structurée, on est capable aujourd'hui de la reproduire de manière plus ou moins artificielle, par exemple en exposant l'eau à des champs électromagnétiques. Même si les recherches montrent que ce sont les émotions et les pensées humaines qui ont le plus gros impact sur la structure de l'eau. C'est assez fou aussi. Et un certain nombre de chercheurs se sont intéressés aux propriétés de cette eau structurée. Ils ont par exemple montré qu'en remplaçant de l'eau normale par de l'eau structurée, donc cette eau-là, dans des cultures agricoles, on obtenait des fruits et des légumes qui étaient plus gros, qui poussaient plus vite, qui étaient plus concentrés en nutriments et qui utilisaient 20% d'eau en moins. D'autres chercheurs ont également montré que si on remplaçait l'essence dans une voiture par un mélange bien dosé d'essence et d'eau structurée, donc juste de l'essence et de l'eau, et qu'on mettait ça dans une voiture, le moteur avait 5% de puissance en plus, tout en consommant 20% d'essence en moins. Autre fait intéressant, le président des États-Unis d'Amérique se lave les mains, se rince les mains avec de l'eau structurée, parce que c'est un des meilleurs antiseptiques connus. Cette eau structurée, je vous rappelle que c'est juste, à la base, une eau à laquelle on a dit merci ou je t'aime. C'est rien de plus, même si on est capable de le reproduire artificiellement de manière moins rentable qu'avec les pensées des êtres humains. Un truc encore plus génial, c'est que c'est une expérience que vous pouvez faire à la maison. Il y a une expérience qui est décrite, que je vais vous décrire là rapidement, et si vous voulez la tenter chez vous, vous pouvez le faire, avec quasiment rien. Vous prenez 3 bocaux et vous mettez dedans un peu de riz et un peu d'eau. Et tous les jours ensuite, vous allez faire coucou à vos pots. Le premier, vous allez vous mettre devant lui et tout simplement, une fois par jour, le remercier. Lui dire que vous l'aimez, lui envoyer des pensées sincèrement positives, le remercier d'être là. Vous vous déplacez ensuite vers le deuxième et vous lui dites « Je te déteste, tu ne sers à rien ». Et finalement, vous partez faire autre chose comme si le troisième pot n'existait pas. Masaru Emoto, le docteur en médecine alternative dont je vous parlais au début, a fait cette expérience chez lui. Au bout d'1 mois, le pot à qui il disait merci tous les jours a commencé à fermenter. Fermenter dans le bon sens, c'est-à-dire que le liquide est devenu jaunâtre et il a commencé à émaner une odeur pas désagréable. Le deuxième pot, celui à qui il envoyait des pensées négatives, a commencé à noircir. Il a commencé à vraiment devenir noir. Vous avez les images dans le documentaire, je vous incite vraiment à aller voir, c'est fou. Et le troisième pot, celui qu'il a laissé dans la plus grande indifférence, a tout simplement pourri, avec des moisissures verdâtres qui se sont déposées dessus. Je m'arrêtais là dans la description des expériences, je pourrais encore vous en décrire plein, parce que ce documentaire regorge d'expériences tout aussi folles que celle-là, mais je vous incite vraiment à aller voir le documentaire par vous-même, je vous mets le lien en description. Ces expériences sont déjà intéressantes en soi, mais elles soulèvent également un nombre incroyable d'autres questions. Ces expériences montrent que l'eau est une espèce d'éponge à émotions, une espèce d'éponge à énergie qui va aspirer autant les émotions positives que les émotions négatives et qui va surtout les retenir. Mais les bébés sont faits à 90% d'eau. Or, on sait que les bébés sont également de gigantesques éponges à énergie qui vont absorber tout ce qui passe à proximité dans leur entourage. Une première question, c'est est-ce que ces deux observations sont liées? Est-ce que les bébés ne seraient pas des éponges parce que l'eau qui les constitue est une éponge? Et dans ce cas-là, est-ce que notre inconscient ne serait pas le résultat de tout ce que l'eau qui constitue notre corps a retenu depuis notre naissance? Parce que les chercheurs ont montré que même si les molécules d'eau changent, les structures, elles sont stables. C'est-à-dire, si vous avez une structure et qu'une molécule d'eau se barre, la structure en elle-même est assez stable pour qu'une autre molécule puisse la remplacer. Donc même si toute l'eau de votre corps se remplace, apparemment ces structures restent. Une autre question qui me semble tout aussi intéressante. On sait aujourd'hui en biologie que les fonctions les plus importantes du corps, le fonctionnement du corps, est basé sur une certaine catégorie de molécules que sont les protéines et l'ADN. Or, le fonctionnement des protéines est entièrement dépendant de la manière dont ces longues chaînes vont se replier sur elles-mêmes dans l'espace en des paquets compacts. Il suffit de changer un tout petit peu la manière dont ces protéines se replient pour soit changer, soit totalement supprimer, dégrader leur fonction.
Or, on sait que la manière dont les protéines se replient est très fortement liée aux liaisons qu'elles sont capables de faire avec l'eau environnante. Ce sont ces liaisons qui vont, en quelque sorte, influencer fortement la manière dont elles se replient. Et on pourrait se demander dans ce cas-là si le fait d'avoir une eau qui va être plus ou moins structurée dans notre corps ne veut pas être capable d'influencer sur la manière dont ces protéines se replient et donc d'influencer directement les différentes fonctions assurées par notre corps. Ça veut dire que nos émotions et les émotions des gens autour de nous auraient une influence biologique directe à travers le repliement des protéines. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé ici un lien entre l'esprit et le corps? C'est-à-dire finalement la pensée va plus ou moins structurer l'eau, les 70% d'eau qui constituent notre corps, et ensuite ces 70% d'eau vont influencer sur la manière dont les protéines se replient dans l'espace et donc sur les fonctions corporelles. Dernière question que je laisse totalement ouverte, mais je vous laisse réfléchir dessus. Est-ce qu'il existerait un lien entre les expériences que j'ai décrites aujourd'hui et l'expérience du poussin que j'ai décrite dans l'épisode précédent? Parce que n'oubliez pas que tout, absolument tout, même les objets à l'état solide, contiennent une certaine quantité d'eau. Et voilà, ce deuxième épisode de Bien dans son cœur est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et en tout cas, moi, je me suis éclaté à le tourner. Je voulais sincèrement remercier tous ceux qui ont partagé, qui ont mis un j'aime ou qui sont abonnés. Vous êtes incroyables, j'ai eu des super retours et c'est ça aussi qui m'a motivé à acheter un nouvel éclairage, je sais pas si vous avez vu, et à m'investir à fond dans l'écriture de ce deuxième épisode. Mais je vous avais promis à la fin de la partie sur la danse un petit bonus si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et il est temps de vous révéler de quoi il s'agit. Comme je vous le disais, ça fait maintenant 1 mois que je danse tous les matins entre 10 et 15 minutes. Seulement je n'ai jamais dansé devant personne. Et donc je vais terminer ce deuxième épisode en vous offrant un petit best-of d'une de mes séances de danse. C'est un grand challenge pour moi parce que du coup je suis absolument pas danseur. J'ai toujours dansé tout seul dans ma chambre et je sais qu'il y a un pourcentage non nul de chance pour que je sois totalement ridicule. Mais je me dis de deux choses l'une. Soit vous trouvez ça pas trop mal et du coup ça vous donnera d'autant plus envie d'essayer par vous-même. Soit vous trouvez ça totalement ridicule et dans ce cas-là dites-vous que même en faisant tous les efforts du monde vous pourrez pas faire pire que moi. Vous serez forcément mieux. Dans tous les cas, ça désacralisera un petit peu la chose, et puis moi, ça permettra de partager ce que je fais, que je sois ridicule ou pas, à un moment, on s'en fout. Chacun fait ses trucs de son côté, et l'essentiel, c'est qu'on soit heureux. Petite précision avant le mot de la fin, évidemment, pour des problèmes de copyright, j'ai pas pu vous mettre les chansons, les morceaux sur lesquels je danse d'habitude. J'ai donc essayé pour cette séance de choisir de nouveaux morceaux en piochant parmi des musiques libres de droit. Et évidemment, donc, je vous mets les liens en description si vous voulez les écouter, voire essayer de danser dessus à votre tour. Voilà, je vais donc vous laisser avec le moi de demain matin qui va filmer les séquences de danse, puisque là il est actuellement à peu près 1h du matin. Et juste avant de terminer, plus j'y réfléchis, et plus je me rends compte que le seul moyen que j'ai de développer l'émission et de toucher toujours plus de gens pour diffuser mon message, c'est à travers ceux qui vont aimer, qui vont s'abonner et surtout qui vont partager. Alors si vraiment vous avez aimé l'émission, s'il y a des choses qui vous intéressent dedans, ou comment vous aimez le concept, même si vous avez envie de signaler qu'il y a des choses à changer, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Vraiment, partagez s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez, parce que j'ai besoin de ça aussi pour savoir si ça plaît ou pas et pour me lancer dans l'écriture des prochains épisodes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est chez vous, et surtout je vous souhaite une très bonne semaine. Et rappelez-vous que les chercheurs japonais dont je parlais avant ont essayé de déterminer les mots qui avaient le plus fort pouvoir structurant sur l'eau. Et ils se sont rendus compte qu'il s'agissait non pas d'un mot mais d'une combinaison de 2 mots. Et ces 2 mots qui ont le plus fort pouvoir structurant sur l'eau, ce sont les mots amour et merci. We